Chaque année, en hommage au Conseil national de la résistance, le Rassemblement des Glières invite des intervenants. Ils viennent avec leurs idées et leurs histoires. Ils échangent sur le monde, ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il sera. Alors il y a des tables, des micros et un public qui pose des questions. Et comme on fait ça le comble, on a décidé de les enregistrer, pour que même loin, vous puissiez en bénéficier. On appelle ça l'éducation populaire, et ça commence maintenant. Bonne écoute. Pour rejoindre, donc nous accueillons ici Catherine Larère, qui est philosophe. Bonjour. Spécialiste en éthique de l'environnement et à l'origine de l'essor de la philosophie sur la protection de l'environnement, la prévention des risques et la justice environnementale. Vous avez à sa gauche, je suis mal latéralisée, désolée, vous avez à sa gauche son mari Raphaël Larère, agronome à l'origine, qui donc est qui a écrit des histoires de la protection de la nature, éthique environnementale, qui a été conseiller scientifique dans les parcs naturels. Ils ont écrit ensemble Le pire n'est pas certain, et le tout dernier qui est sorti aujourd'hui, du coup, j'ai... Le 20 avril. Le 20 avril, pas aujourd'hui. L'écoféminisme. L'écoféminisme, voilà. Donc ça, c'était la conférence précédente. Oui, mais il n'y a pas que Sandrine Rousseau. Il n'y a pas que Sandrine Rousseau. L'écoféminisme. Et enfin, nous avons Stéphane Labranche, qui se dit climatologue de la société, c'est bien ça. Il est sociologue, il est nominé au GIEC pour ses travaux, et donc il s'occupe des mécanismes d'acceptation sociale qui conditionnent la réussite des politiques publiques écologiques. Voilà. Donc la thématique de cette conférence, c'était la crise climatique, si crise d'ailleurs est le bon mot, puisqu'une crise, normalement, elle se résout et on revient à la normale. On n'est pas sûr que ce soit le cas. La crise climatique, donc, c'était politique de l'autruche. Point de suspension, point d'interrogation. Enfin, ça va être à débattre entre nous. Voilà. Enfin, entre nous, non, moi, je vais me contenter d'arbitrer éventuellement les passages de micro. Donc voilà, je laisse Catherine commencer. Bien, comme vous voyez, on est tous d'accord. Je ne sais pas si on va arriver à débattre, on va essayer. Oui, crise climatique, politique de l'autruche. Bon, disons, moi j'ai rien contre l'emploi du terme de crise, parce qu'il y a des quantités de crises qui ne se résolvent pas. Et bon, une crise, ça peut durer. Hein, donc, je pense que il n'y a pas de raison de ne pas employer le mot. Bon, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par la question et que donc, vous savez en gros quel est l'état du monde sur le dernier rapport du GIEC qui a été fait. Il y a 3 groupes dans le GIEC, donc ça a été fait au fur et à mesure. On a eu le dernier il y a quelques mois. Il y a de quoi rester au fond de son lit et un peu pleurer parce que les conditions sont mauvaises. Alors ce qu'on peut dire, le titre de ce débat, de cette séance, c'est l'impuissance climatique. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça ? On veut dire, si on prend les chiffres d'émissions de gaz à effet de serre, bon, je pense que vous savez tous, en gros, sur la question climatique, sur le dérèglement climatique, l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont des conséquences diverses alors sur le régime climatique, pas seulement la hausse des températures, mais aussi l'augmentation des événements extrêmes, que ce soit en sécheresse ou au contraire en inondation, que d'autre part, ce n'est pas uniquement un problème climatique, que c'est articulé, enchevêtré avec d'autres phénomènes, en particulier d'autres crises
en particulier la question de la biodiversité. Il y a eu récemment un rapport dirigé par un écologue, Vincent de Victor, qui a montré la disparition inquiétante et imposante des oiseaux, mais il y en avait eu aussi sur les mammifères, etc. Bref, la situation, peut-on dire, est mauvaise, et on a une quantité d'indicateurs pour le montrer. Et si on regarde au même niveau global que celui où on enregistre les problèmes, la situation ne change pas vraiment. C'est-à-dire, alors en particulier sur le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, en fait, continuent à augmenter, et quand elles ont très légèrement diminué en 2020-2021, au moment du Covid, elles ont repris très vite. Et donc, un certain nombre, alors que se réunissent régulièrement tous les ans des conférences internationales, ce qu'on appelle les COP, les conférences des parties à la Convention sur le climat, ils prennent des engagements. Ces engagements ne sont pas suivis ou pas suffisamment suivis, et c'est en ce sens qu'on peut se dire il y a un changement climatique important. On dit qu'il y a encore des climato-sceptiques, on peut en discuter, je crois que tout le monde sait que c'est en train de changer, et pourtant on ne fait rien. Si on présente la situation comme ça, il y a peut-être de quoi être un petit peu désespéré, donc il faut peut-être essayer de voir exactement comment les choses se passent. Moi, j'interviendrai, si vous voulez, à trois niveaux. Premièrement, nous avons une évaluation globale qui ne nous dit rien sur ce qui se passe à des niveaux plus locaux. On a une sorte d'accumulation des chiffres, et cette accumulation des chiffres est inquiétante. Mais je dirais, de la même façon qu'on critique l'estimation du PNB, du produit national brut, parce qu'elle ne tient pas en compte la diversité des choses, on peut dire aussi qu'on ne peut pas s'en tenir à la seule estimation globale, et qu'un certain nombre de choses qui sont faites, en particulier au niveau de la biodiversité, ne sont pas prises en considération. La deuxième, donc on peut essayer peut-être d'avoir d'autres éléments d'information sur ce qui se passe, et pas en rester uniquement à l'impression effectivement extrêmement inquiétante que donnent les chiffres globaux. Deuxième remarque, il va pour nous tous, moi nous compris ici, que la situation, c'est une évaluation globale par des scientifiques, que ce soit le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts de l'évolution climatique, que ce soit pour la biodiversité, l'IPBES, donc qui font un état du monde, et à partir de cet état du monde, prise de conscience, changement climatique, décision et action des gouvernements politiques. Dans une telle approche, et on n'a pas tort, on pourra dire les scientifiques font leur travail et les gouvernements pas vraiment. Mais c'est là que la question est pourquoi. Là, il y a plusieurs types d'explications. Si Dominique Bourg avait été là, il vous aurait donné une explication qui est de dire nos systèmes, nos démocraties représentatives ne savent pas prendre en compte le long terme, il faut apprendre à le prendre en compte. Moi, je donnerai une autre explication, et j'y reviendrai, qui est de dire, dans des pays, le gros problème, c'est un problème politique, c'est un problème d'inégalité sociale. Dans des pays où l'inégalité sociale est très forte, là, c'est un obstacle politique à la prise en charge des questions climatiques. Quand on a l'impression que les plus riches s'en tireront toujours, on ne voit pas pourquoi les plus pauvres se mobiliseraient pour faire quelque chose. Et donc j'en viendrai à un troisième niveau, qui est de dire,
il y a effectivement la question de l'action des gouvernements. C'est très important parce que c'est des problèmes extrêmement complexes qui demandent une coordination d'action. Hein. Il faut changer en gros non seulement de mode de production, mais de mode de consommation, et tout ça demande un très gros effort. Mais du coup, on ne tient absolument pas compte de ce que font les gens, où on considère que les gens comme vous et moi, c'est le bout de la chaîne, hein, et c'est des individus plutôt récalcitrants. Ils n'ont pas envie de faire grand-chose, hein, et donc on va dire, si c'est là qu'il ne se passe rien. Or, ça me paraît passer à côté de quelque chose qui est très important, mais alors qui se remarque pas au niveau global, mais qui a des résultats locaux, qui est qu'il y a quantité d'initiatives citoyennes un peu partout, sous des formes très diverses. Hein. Ça peut être la permaculture, de nouvelles façons de produire, qui sont aussi de nouvelles façons de faire société. Ça peut être des actions beaucoup plus violentes et militantes qui peuvent se terminer par un succès. Hein. Notre-Dame-des-Landes, finalement, le gouvernement a renoncé à agrandir l'aéroport, mais il n'y a pas seulement en France, il y a partout dans le monde, hein, ce qu'un économiste écologique comme Joan Martinez-Allier appelle des mouvements de justice environnementale, des mobilisations partout dans le monde sur des questions qui peuvent être des questions de distribution d'eau, qui peuvent être des questions plus directement économiques ou plus nettement environnementales. Et ça fait dans le monde un réseau d'action extrêmement important. Donc je crois qu'il faut prendre ces trois niveaux, hein, c'est-à-dire il y a effectivement le diagnostic global, il y a effectivement l'action des gouvernements, mais il y a aussi, qui est faible, on pourra y revenir, mais il y a aussi toutes les mobilisations citoyennes et qui ne se traduisent pas en chiffres globaux à la façon dont on peut globaliser les émissions de gaz à effet de serre, mais qui sont, à mon avis, un élément extrêmement important pour avoir un peu confiance dans l'avenir. Je vais enchaîner pour ajouter un quatrième niveau, en fait. Je travaille essentiellement en sociologie, mais je travaille aussi avec des économistes, incroyable, et aussi des psychocognitivistes, des gens qui regardent comment le cerveau fonctionne. Juste pour être sûr que tout le monde me comprenne quand je parle, je vais parler à partir de, je suis rendu à 38 ou 39 projets de recherche en sociologie. Ce qui veut dire que j'ai parlé à plus de 450 personnes en face à face depuis une vingtaine d'années en leur demandant comment vous êtes déplacés aujourd'hui, mais pourquoi vous aimez autant la voiture, non, pourquoi vous aimez autant les transports en commun, et le vélo, vous avez peur des accidents, oui, c'est pas contre le climat. Ce que j'essaye de comprendre, c'est quelle est la place de l'environnement, du climat, dans la décision quotidienne des individus, mais aussi des entreprises, des collectivités territoriales, et comment un fonctionnement d'entreprise, de collectivité, peut amener ou non des changements, même si on désire changer. Juste une anecdote, et après ça je reviendrai au fonctionnement du cerveau, mais je participais à l'élaboration d'un plan climat, et en fait il y avait un projet d'agrandissement d'une voirie, et on sait bien que quand vous ajoutez une ligne, une file en plus, oui, pendant quelques mois, ça fluidifie, il y a moins de bouchons, et 1 an, 2 ans après, on a encore plus de voitures, exactement sur le même bouchon, mais il y a une file en plus, donc il y a plus de voitures. Ça, on sait ça, c'est partout pareil dans le monde, c'est une constante, c'est mondial. Eh bien, les gens de la voirie ne le savaient pas apparemment, donc ils voulaient agrandir le machin, et en fait, 2 portes plus loin, dans le corridor, il y avait des gens qui s'occupaient de la mobilité. Et les 2 équipes sont plutôt copains-copines. Ils mangent ensemble, ils boivent le café ensemble, mais ils ne se parlent pas boulot. Et ils ne sont pas sur les mêmes listes d'adresses Internet, mail, pour pouvoir échanger sur est-ce qu'on ne serait pas une réunion. Et donc, j'essaye de comprendre parfois ces petites anecdotes, ces petits détails qui font que c'est le diable est dans les détails, mais je le vois beaucoup. Mais pour revenir au 4e niveau, il faut comprendre un peu comment le cerveau fonctionne. Et là, j'ai des débats aussi avec mes copains neurocognitivistes, et je vous dirai là où je ne suis pas d'accord avec eux. Mais il y a une chose qui semble à peu près universelle chez à peu près tout le monde, le cerveau est paresseux.
Le cerveau n'aime pas dépenser beaucoup d'énergie sur beaucoup de choses à la fois. Pourquoi? Parce qu'il est très occupé, en fait, à gérer toute votre physiologie et à gérer toute la communication, les perceptions, les décisions à prendre, etc., etc. Et donc, le cerveau a tendance, face à un problème, à se dire « regarde à côté ». Le champ d'invisibilité, ça existe, ça s'appelle un problème qu'on ne veut pas assumer. Et donc, je reviens à cette idée de l'autruche. Faire l'autruche, c'est quoi? En fait, c'est juste une vieille légende complètement fausse qui dit que les autruches vont se foutre la tête dans le sable, et c'est absolument pas vrai, quand il y a un prédateur qui passe. Si c'était vrai, il n'y aurait plus d'autruches sur la planète, on est bien d'accord. Je vous laisse aussi penser au parallèle qu'on peut faire avec notre propre situation, avec la biodiversité, le climat et notre capacité à ne pas regarder les choses en face. Mais la vraie question, pour moi, c'est pourquoi on ne regarde pas le problème en face? Et si on le regarde en face, est-ce que, là c'est la prise de conscience, est-ce que c'est nécessairement à partir de ça que je vais prendre les bonnes décisions? Ben non. Et donc, en fait, cette qualité du cerveau à être le plus efficace et donc paresseux possible est un des fondements, si vous voulez, de ce problème de l'autruche. Si je ne regarde pas le problème, il n'existe pas, donc j'en ai pas. Ben, à un moment donné, la science nous dit, ben si, en fait, ça existe, mais le cerveau a d'autres choses à faire que d'être scientifique, parce qu'en fait, notre neurocognition, ce n'est qu'une petite partie des facteurs qui rentrent en compte quand on agit au quotidien, quand on se réveille, si on décide de manger de la viande ou pas au quotidien, si on a envie de se faire un barbecue, si on se promène en vélo, etc. Les émotions jouent un rôle beaucoup plus important. Et donc, quel est le rôle des émotions là-dedans? Alors, pour revenir au climato-scepticisme, il y a une grosse étude mondiale qui est sortie dernièrement qui montre qu'il y a une augmentation en France de 10% des climato-sceptiques depuis 2 ans. La plus grosse partie, ce n'est pas des gens qui nient le changement climatique. Ce sont les gens qui nient la place de l'humain dans le changement climatique. Pourquoi? L'autruche. Si je suis en partie responsable en tant qu'humain du problème, oula, il faut que je fasse quoi? Et deuxième, et ça c'est une hypothèse qu'on n'a pas été capable de vérifier, on est certain à penser que si on présente, et ça en psycho on l'a montré, on présente à quelqu'un un problème a priori insoluble, la préférence est de dire « Ah ben tiens, je vais aller faire autre chose ». Okay? Et en fait, le présenter le changement climatique comme un problème catastrophique, sans solution, ni alternative réalisable plus ou moins, à laquelle je ne peux pas vraiment contribuer, c'est le meilleur moyen pour créer de l'angoisse. Si vous créez de l'angoisse, vous créez du déni. Et donc, on joue à l'autruche. Okay? Donc ça, c'est au niveau du cerveau. Je vais juste finir sur un truc et ensuite passer la parole. Je vais juste monter un peu de niveau. Je vous racontais un peu l'histoire du vélo tout à l'heure. En fait, je ne travaille pratiquement que sur le changement climatique et dans ma signature mail, j'ai une citation de Frank Herbert de Dune qui dit « Il faut apprendre à penser climat ». Donc ça, depuis 40 ans que je lis le bouquin, 6 fois je pense, pour moi c'est clair. Mais malgré le fait que je pense climat, je bouffe climat, je réfléchis, j'écris puis climat, voilà. Vous savez pourquoi je fais du vélo? Parce que j'aime faire du vélo. Ben voilà. Ça n'a rien à voir avec le climat. Et la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire du vélo à un moment donné n'a rien à voir avec le climat non plus. Et donc, quelle est la place du climat dans nos décisions quotidiennes? Ben, en partie, c'est entre nos deux oreilles, mais quand nos deux oreilles sortent dans la rue et se mettent sur un vélo et qu'on a peur de se faire frapper par une voiture, le climat n'a plus d'importance. Dernière anecdote, je sais très bien qu'avoir un enfant, c'est exploser mon bilan carbone. J'ai fait, peut-être l'autruche en partie, et je suis redevenu papa il y a 8 mois. Malgré tout ce que je sais sur la biodiversité, le changement climatique, les risques internationaux, de conflits, de machin, il y a une seule chose, je me suis imaginé avec un enfant dans les bras, les émotions ont pris le dessus, merde le climat. Je ne sais pas si c'était de l'autruche, mais il y avait une forme de déni, en tout cas, sur tout ce que je sais par ailleurs. Et pourtant, les 5e et 6e rapports du GIEC, je me suis payé. Donc, je vais juste en terminer là. C'est pour vraiment compléter ce que vous disiez tout à l'heure, justement, avec peut-être un 4e niveau, ce qui se passe entre les deux oreilles, et qu'est-ce qui se passe quand nous, on rencontre la réalité extérieure, les infrastructures, les autres personnes, etc. Oui, ben je vais enchaîner, puis tu interviens après ou... Oui.
Je vais enchaîner sur ce que vous venez de dire. On pourrait passer au tutoiement d'ailleurs. Ça Je crois fait qu'on est plaisir. vraiment du même côté. Je vais enchaîner sur ce que tu viens de dire. Ça me paraît... Alors, il y a des points sur lesquels je suis d'accord et pas d'accord. Mais ça me paraît confirmer que ce qu'on nous a mis tous dans la tête, que la question climatique, c'est la question d'un diagnostic scientifique, dont il faut prendre conscience, et ensuite, on va prendre les mesures qu'il faut. C'est ça. Et la difficulté qu'il y a quand on arrive au niveau individuel, aux mesures qu'il faut prendre. Or, effectivement, bon, il y a il y a un livre qui s'appelle Le syndrome de l'autruche, hein, d'un certain Georges Marshall, et qui raconte exactement ça. Qu'est-ce qu'il montre ? Il montre qu'il y a une distance énorme entre le tableau global qu'on nous fait du changement climatique, et je crois que, bon, on a confiance dans les scientifiques, et la réalité qu'on vit. Et pour moi, le problème, il est là, c'est-à-dire qu'on tous, et dans cette salle, on se sent comme comment on va faire pour appliquer ce qu'on nous dit. Alors que l'important, c'est plus de voir là où il se passe des choses. C'est pas des gens qui appliquent je vais prendre un exemple moi aussi. C'est pas des gens qui appliquent ce qu'on leur a dit de faire d'en haut. C'est des gens qui font ce qu'ils ont envie de faire. Et je vais prendre un exemple d'une enquête qui a été faite sur l'agriculture biologique. Alors c'est une enquête qui a été faite sur la France, qui est limitrophe de la Belgique, du Luxembourg et de la Suisse. Et on demandait, donc il y a des agriculteurs qui sont lancés dans l'agriculture biologique, ce qui demande du courage, de regarder les choses en face, etc. Et quand on leur demande « mais pourquoi vous avez fait ça ?», la première réponse, c'est pas du tout pour diminuer les pesticides, ou c'est pas pour sauver la planète. Ils disent « on a fait ça parce qu'on voulait retrouver notre autonomie. On voulait, c'était l'agriculture dans laquelle ils étaient pris auparavant, était une agriculture intégratrice industrialisée, c'est-à-dire qu'on leur donnait les semences, ils les plantaient, on venait chercher les résultats. Et ils en avaient marre de ça, et ils voulaient, disaient-ils, hein, dans leurs enquêtes, réapprendre à se tromper, réapprendre à être responsable de quelque chose. Et alors, ce n'était pas être indépendant, parce qu'ils avaient des quantités de liens avec leurs voisins, que faire de l'agriculture biologique, justement, ça demande d'avoir beaucoup plus de réseaux de proximité. Mais ils faisaient ça parce qu'ils aimaient ça. Ils ne faisaient pas ça sur, ce que nous savons, nous aussi, les uns et les autres, hein, pesticides et autres phytosanitaires, c'est à la fois mauvais pour le climat et mauvais pour la biodiversité. Ils faisaient quelque chose d'abord parce que c'était bon pour eux. Et je pense que c'est ça qui est important, finalement. Et à ce moment-là, c'est là que je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord avec toi, à ce moment-là, ce qui se passe, ce n'est pas uniquement un agrégat de décisions individuelles. Il y a des actes collectifs, on agit collectivement, et à ce moment-là, il n'y a pas besoin forcément d'arriver à une grande masse pour qu'il y ait des choses qui changent. Et je pense que là-dessus, il y a l'idée, il faut faire ce que disent les scientifiques, mais ça ne marche pas. Voilà. Oui. Ton micro, en fait. Ça va ? Bon, ce que je voudrais préciser qu'au fond, l'impuissance dans laquelle on se trouve pour changer les choses tient en partie au fait que on réfléchit, on continue nous-mêmes, nous sommes un peu prisonniers de ce qui s'est passé, on continue de réfléchir au niveau global. Et alors effectivement, le GIEC c'est très bien. Le GIEC c'est très bien, il y a une robustesse scientifique suffisante de ces scénarios, et ces modèles globaux ne discernent pas, vont très bien discerner, peuvent être des éléments de lancement d'alerte pour dire attention, si ça continue, la température moyenne va augmenter, et si elle dépasse les 2 degrés, il va y avoir une multiplication
d'événements climatiques catastrophiques, d'incendies, de sécheresses épouvantables ou d'inondations comme il y en a en ce moment en Italie. Donc voilà, comme il y a eu à La Roya avec la tempête Alex, etc. Et donc à partir de là, on sait ça. Mais à partir de là, le GIEC est incapable de dire, il ne peut pas le dire d'ailleurs, d'une part, quelle va être l'évolution précise de la météorologie. Pas impossible qu'il y ait une année particulièrement fraîche qui intervienne à un moment donné qu'on ne s'en rende pas compte. De même que le GIEC n'avait pas prévu qu'il ferait 38 degrés en Sibérie en 2020. Alors, ces scénarios, ils montrent la nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais ça ne permet pas d'indiquer la stratégie que les pays devraient ou pourraient adopter pour y contribuer. Parce que les situations de ces pays sont trop diverses. Ils n'ont ni le même niveau de consommation, ni les mêmes structures économiques, ni les mêmes capacités d'investissement. Donc, le GIEC ne dit rien de ce qu'il faudrait faire. Alors, c'est normal, puisque penser globalement, c'est oublier la diversité réelle du monde, d'un monde qui est hétérogène. Nous sommes quand même, par exemple, nous dans des pays développés, et nous bénéficions, nous sommes des privilégiés par rapport à l'essentiel de l'Afrique. Donc, la mission du GIEC, comme de l'IPBES, l'IPBES c'est le GIEC de la biodiversité, c'est pas de prescrire ce qu'il faut faire, c'est de fournir aux décideurs politiques les éléments pour prendre une décision. Et comment prendre des décisions au niveau global ? Au niveau global, on ne peut pas prendre de décision. Alors, il y a effectivement des COP, on en a entendu plusieurs fois, la COP, etc. Bon, certaines ont plus ou moins bien réussi, et les pays s'entendent à prendre des engagements. Ouais. Le problème, c'est que les engagements qu'ils ont acceptés, ils se gardent bien de les appliquer. C'est quand même ennuyeux. Ça tient d'ailleurs à ce qu'aucune sanction n'est prévue, si bien que toute nation conserve la liberté de persévérer dans le business as usual, de n'avancer que par petits pas, ou de pratiquer le greenwashing pour faire croire qu'elle agit, et sans rien faire, sans agir vraiment. Donc, s'il y a une efficacité, par exemple, des COP, c'est que quand il y a un accord signé, il y a des ONG, des associations de protection de l'environnement, qui dressent des procès à leurs gouvernements respectifs, qui les gagnent, et qui peuvent obliger juridiquement les pouvoirs publics à s'engager, même très mollement, dans le sens des engagements qu'ils ont pris eux-mêmes. Alors, il y a une impuissance au niveau international, et certains, mais je pense que Dominique Bourg, des fois, était pas loin de le penser, pensait qu'un gouvernement mondial de l'environnement permettrait d'améliorer les choses. Mais à ce niveau global, il serait tout aussi impossible de déterminer les objectifs précis des différentes régions du monde. Et en plus on monte en globalité, plus on perd en démocratie. Un gouvernement mondial ne pourrait être que despotique. Donc, moi, je m'en tiendrai là, pour l'instant, pour échapper à la sidération que peut provoquer cette impuissance. Il faut qu'on retrouve confiance dans notre capacité, celle des citoyens, d'agir, et donc revenir au local, en gardant en tête les enjeux globaux. Ce qui revient, selon l'expression de Bruno Latour, à localiser le global.
parlerai plus tard. J'enchaîne alors. Ouais, vas-y. Oui. Moi, si je peux, Ouais. l'image, si je peux me permettre d'intervenir, bien sûr, on a quand même eu le problème de la Convention citoyenne en France, qui était quand même, alors c'était local relatif, mais en tout cas au niveau du pays. Cette Convention citoyenne, on a annoncé, enfin très, très curieusement, alors que c'était des gens choisis de façon relativement aléatoire, ils sont tous arrivés à des conclusions qu'on aurait pu connaître avant, mais au moins elles ont été construites par des gens issus de milieux différents, avec des convictions différentes au départ, en étant éduqués sur les questions climatiques. Et on a eu donc 150 ou 149, je ne sais plus, préconisations. Et les préconisations, je ne sais pas, elles sont au fond d'un tiroir. Enfin, il ne s'est pas passé grand-chose derrière. Donc il y a quand même un problème d'inaction. Et sans qu'on attende un gouvernement mondial ou quoi que ce soit, même au niveau local, il y a ce problème d'inaction. Alors qu'ici, on est quand même, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas loin de l'activisme ou qui le sont carrément, et qui ont conscience que, d'après certaines études, il semblerait que s'il y a 3,5% de la population qui est prête à essayer de changer les choses, on peut arriver à un basculement. Donc, ils ont envie d'entendre aussi qu'on va pouvoir faire avancer le schmilblick. Tu veux y aller ou Ouais. Vas-y. Bon, moi, 3,5, je trouve ça vraiment très optimiste. On est là pour être optimiste. Il faudrait un peu plus que ça quand même. On vit dans un système super intégré mondial qui nous amène à bouffer, à consommer, à acheter des portables, à mettre des nouvelles applis, à faire de la 5G, etc., etc., etc. Et donc, là, confronté à ça, on est censé rentrer dans une société de sobriété. Là, l'injonction contradictoire, elle est majeure quand même. Mais je voulais quand même revenir à... C'est pas tout à fait vrai que le GIEC ne nous dit pas quoi faire. Le GIEC nous dit quoi faire. Non, mais... Ça dit changer de mode de vie. Ça dit pas comment. Ça, c'est la différence. Donc là, Non, et là... c'est juste ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est l'accord entre les scientifiques et les politiques. Les scientifiques ne doivent pas prescrire. Donc ils disent, on ne prescrit pas. Mais ils montrent quelque chose à faire. Si. Parce que quand on dit changer de mode de vie, ça veut dire changer de civilisation. S'il n'y a pas quelque chose de performatif là-dedans, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça ne dit pas quoi faire. Et donc, on a testé ça, en fait, avec des chefs de stratégie d'adaptation partout en France. Et on leur a demandé de quoi vous avez besoin pour développer une stratégie d'adaptation. Et en fait, ils nous ont dit des outils, des bonnes pratiques, des exemples, des trucs qui ont fonctionné ailleurs et un retour sur l'expérience des échecs. Ils n'ont pas demandé beaucoup plus de données scientifiques, sauf pour certaines régions où il n'y avait pas assez de données scientifiques. Mais une fois qu'on a la donnée scientifique minimale suffisante, ça suffit. Et en fait, je renvoie ça. La plupart d'entre nous, on utilise un ordinateur qui est capable de faire de la programmation aussi. On conduit des voitures qui est capable de réparer le moteur. Donc, voilà. Moi, 1. 2. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir toute la connaissance scientifique pour, à un moment donné, agir. Et donc, il faut avoir un minimum quand même, parce que sinon, on prend les mauvaises décisions, et plutôt que de faire de la diversification énergétique et des énergies renouvelables, on se dit, diversification énergétique, on rajoute du charbon. Ben non, on ne rajoute pas du charbon. Et ça, c'est un effet positif des négociations. Il y en a eu des effets positifs des négociations quand même au niveau international. Elles ne vont pas assez loin. Moi, j'ai même plutôt tendance à dire, heureusement qu'on n'a pas attendu les négociations internationales, les accords de Paris en 2015 pour faire un truc au niveau territorial. Parce que les territoires ont commencé bien avant à expérimenter, à tenter des choses. Donc, autant dans les collectivités territoriales que des initiatives citoyennes. Mais n'empêche que ces acteurs, pour n'importe qui a tenté quelque chose de nouveau, d'innovant, je ne parle pas technologiquement, je parle socialement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire socialement parlant? De dire, bon, à partir de maintenant, pour un producteur agricole, allez hop, je me mets production bio. Oula, c'est un peu plus compliqué qu'on le pensait. Il y en a beaucoup qui rentrent en dépression parce qu'il n'y a pas assez de pognon qui rentre, parce qu'ils ne sont pas capables de faire vivre leur famille. Donc, ils lâchent. Le taux de suicide est hyper élevé. Il y a quand même des aspects psychologiques et sociologiques qui sont importants à prendre en compte quand on parle de changement et des difficultés à changer. Et c'est là, pour moi, où peut-être plus qu'ailleurs, l'État et les collectivités territoriales, les pouvoirs publics, n'appuient pas assez les innovations au niveau territorial. Ce n'est pas que les collectivités territoriales ne font pas d'innovation. Moi, je travaille depuis 2003 là-dessus. Je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de changements. Pas assez vite, mais pas mal de changements.
mais il n'y a pas suffisamment d'appui sur ces initiatives-là qui, une fois diffusées, mais à grande échelle, pourraient avoir un vrai effet. Mais là où je te rejoins complètement, c'est que ces initiatives-là sont porteuses d'espoir psychologique. C'est là qu'est l'espoir. Hein. Parce que face au catastrophisme, j'adore Dominique, mais face au catastrophisme de Dominique Bourg, on a envie de se suicider quand on sort de la salle. On est encore là. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des bonnes initiatives, il y a des choses qui se passent qui sont positives. D'ailleurs, depuis 2015, je refuse de donner une image catastrophiste des situations, même si je la connais. En conférence publique, je donne que les trucs qui fonctionnent plus ou moins correctement. Bon, nous, Raphaël et moi, on a écrit un livre qui s'appelle « Le pire n'est pas certain ». Et c'est sur l'aveuglement catastrophiste, justement, pour mettre en cause cette idée que si on en reste à une certaine vision, ben on se dit que c'est foutu, qu'il n'y a plus rien à faire, et que donc... L'autruche. Si vous voulez, oui, je sais pas si... c'est quand même gênant de prendre comme image d'une conduite quelque chose qui est faux. Les autruches ne se mettent pas la tête dans le sable. Donc, laissons les autruches à leur rationalité. Ce que je veux dire, c'est que l'image qu'on nous impose, et je vais revenir sur la Convention citoyenne, c'est il y a les scientifiques, il y a les politiques, ça, c'est les experts. Les politiques, c'est ceux qui savent, ils ont le savoir de la situation. À partir de là, ils développent des politiques qui aurait pu prévoir. Qui aurait pu prévoir? À partir de là, ils développent des politiques dont qu'ils appliquent. Il y a tout un tas d'échelles. Et puis, en bas, les gens n'ont plus qu'à faire ce qu'on leur dit de faire et qu'ils ne font pas parce qu'ils sont récalcitrants. C'est ça l'image qu'on nous met dans la tête, hein, on ne veut pas, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement le contraire. Hein. Qui est-ce qui se mobilise en disant aux politiques, appliquez vos engagements? Donc, ceux qui résistent à appliquer les engagements, c'est les gouvernements. Et ceux qui essaient d'obliger à appliquer les engagements pris par les gouvernements, c'est les manifestations de jeunes sur le climat, c'est l'ensemble des procédures judiciaires qui ont été menées pour obliger les gouvernements à appliquer leurs engagements. Et ça a été en France l'affaire du siècle, le gouvernement a été condamné. Ça a été la commune de Grande-Sainte qui a attaqué le gouvernement et le gouvernement a été condamné. Donc, s'il y a des gens qui veulent agir et qui trouvent que le gouvernement va trop lentement, c'est l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de la présentation qu'on nous donne. Et si vous voulez, la conférence des citoyens sur le climat, ça montre que si on réunit des gens au hasard, on n'a pas choisi des écolos convaincus, sur un échantillon représentatif, s'ils ont les moyens de s'informer, finalement, ils prennent de bonnes décisions. Alors tout n'est pas excellent, on peut discuter. Qu'est-ce qu'on constate? Il y avait récemment un article qui reprenait toutes les... Je crois qu'il y en a 152 ou 142, je ne sais plus. Et que quand le gouvernement dit, en fait, on en a appliqué 80%, oui, c'est du genre, on en a pris une, et puis on l'a réalisé à 1%. Hein. Ou bien, l'idée de baisser la vitesse sur autoroute, ça n'a pas été repris. Si bien que la conférence sur le climat, ça apparaît comme un moyen un peu de légitimer une action gouvernementale qui est complètement technocratique et qui, en fait, ne fait rien. Donc, je crois qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. S'il y a de l'espoir, c'est du côté des mobilisations citoyennes sous des formes extrêmement différentes. Et c'est ça, effectivement, qu'il faut soutenir. Mais il ne faut pas attendre que l'État soutienne. Il faut forcer l'État à le soutenir. Et si je reviens je m'arrête. Et si je reviens sur l'agriculture biologique, normalement, ils sont soutenus financièrement. Mais c'est pas payé.
Hein, il y a des engagements aussi. Oui, ils sont soutenus, mais ils sont beaucoup moins soutenus que l'agriculture bien sûr. productiviste. Oui, voilà. Hein, Qui est complètement faut bien subventionné. voir, qui est complètement subventionné. Encadré Bon, par les normes européennes. nous savons tous que on n'a pas de ministre de l'Agriculture, on a la FNSEA à la place. Oui, on nous disait, Donc, pardon. Oui, alors, ce que je voulais dire, tiens, petite parenthèse sur le débat citoyen sur le climat. Alors, il y a une première chose qui est le côté très démagogique de Macron qui a dit on transférera ça sans filtre. C'était impossible, c'était anticonstitutionnel même, puisqu'il devait y avoir nécessairement le filtre du Parlement. Enfin bon, il le savait très bien. Donc, démagogie. Et ceci dit, le discours, enfin moi je me souviens que je discutais avec des gens qui ont été très proches de l'organisation de ce truc, et ce qu'ils disaient, il a été convenu dès le départ qu'on ne parlerait pas du nucléaire. On ne parlerait pas du nucléaire. Ah, ni en pour ni en contre, mais on n'en parlerait pas. Et que deuxièmement, c'est une affaire d'État. Bon, bref. Et on ne parlerait pas non plus des impôts. Ah, et de la fiscalité. C'est bizarre, quoi. Parce que, quand même, la fiscalité est un moyen, éventuellement, de modifier l'attitude des entreprises. Enfin, voilà. Donc, Juste une parenthèse pour ceux qui n'étaient pas là ce matin sur la conférence sur l'eau. Julie Trottier nous disait par exemple que sur le plan eau dans le Gers ou enfin dans le sud-ouest, quelque chose comme ça, paragraphe 12 de la page 13, comme elle disait, il y avait quelque chose qui concernait donc toutes les restrictions, toutes les restrictions possibles, sauf pour l'agriculture sous contrat. Donc les gros trucs, etc. Et par contre, les petits agriculteurs, les agriculteurs passés en bio, etc., ils avaient droit aux restrictions, mais pas les gros, pas ceux qui étaient le plus responsables du manque d'eau. oui. Alors, quoi Pardon. Oui, je voulais préciser quand même un peu sur les initiatives citoyennes. Alors, certains, bon, tu as parlé de l'agriculture biologique, s'inscrivent dans des projets réformistes qui peuvent être mollement appuyés par l'État. Mais il y a plein d'autres qui se déploient dans les marges de liberté que laissent encore les pouvoirs publics. Je dis encore, mais on va voir. Bien d'autres résultent de luttes sociales et politiques pour défendre des activités et un mode de vie qui est menacé par l'extension d'activités économiques, tout particulièrement, ça se remarque dans les incursions extractivistes sur des terres qui étaient laissées avant à leurs habitats habituels, traditionnels. Les affrontements d'ailleurs peuvent devenir très violents, et c'est par exemple le cas en Amérique latine ou en Afrique, où les grandes entreprises minières et pétrolières empiètent de plus en plus sur les territoires indigènes. C'est des mobilisations multiples dans leur forme et dans leur objectif. Alors, on peut songer, par exemple, il y a des mouvements paysans sur tous les continents qui se développent pour promouvoir des formes d'agroécologie. On peut penser aussi à l'extension de la permaculture qui se présente tout en se disant apolitique, comme un art de réhabiliter la nature en prenant soin de la terre, des autres humains, des autres qu'humains. On peut voir le mouvement des villes oui, des villes en transition. Oui. Voilà, des villes en transition. Hein, et se référer, comme tu l'as fait tout à l'heure, à tous les mouvements que Joanne Martinez-Allier a mis dans son atlas. Donc, c'est des actions qui redessinent les humains
les rapports des humains entre eux et leur rapport avec leur milieu de vie, et qui esquisse une véritable altérité sociale, qui fait que on peut le retrouver. Alors en France, il y a eu la ZAD, et c'est pas un hasard si notre ministre de l'Intérieur dit il faut plus de ZAD, hein, puisque ça a marché. La transition écologique est mal engagée dans les politiques nationales et internationales, mais elle s'effectue dans un foisonnement d'expériences collectives qui sont à la fois des façons de vivre autrement et des expériences autonomes et démocratiques. C'est donc dans cette diversité de situations que se développent les revendications et les expériences autonomes qui sont des formes de lutte contre le changement climatique. La question est alors la suivante. Est-ce qu'on parviendra à mettre en réseau la multitude de mouvements, d'expériences citoyennes, de luttes qui localisent le global? Alors on pourrait globaliser le local. En pensant et en agissant localement, on agirait aussi globalement. Mais pour ça, il faut mettre en réseau tous ces mouvements. Et c'est peut-être parce que c'était un des espoirs de soulèvement de la Terre que l'on a pensé abandonner, enfin tout du moins le rendre, dissoudre le soulèvement de la Terre, enfin que le gouvernement a pensé et pense toujours dissoudre le soulèvement de la Terre. Mais je pense que l'appui qu'a apporté Valérie Masson-Delmotte au soulèvement de la Terre est quelque chose d'extrêmement important dans la façon dont les différents activismes se mettent en rapport les uns avec les autres. Et il y a Descola aussi. Et Philippe Descola. Ouais. Si je peux me permettre de mouiller la chemise. Si je peux me permettre de mouiller la chemise et de dire quelque chose qui ne sera peut-être pas populaire dans une assemblée comme celle-ci, je suis parfaitement d'accord avec la mise en réseau et les initiatives citoyennes, il y en a, c'est très bien, mais il ne faut pas penser que c'est la tendance majeure de la dynamique de cette société. Pas parce que les gens sont contre le changement, mais parce qu'ils ont autre chose à faire. Des fois, c'est vraiment anecdotique, mais on a tenté les couches lavables. Et quand on a vu que dans la boîte, il y avait 3 couleurs de couches, puis qu'il fallait commencer à organiser les couleurs de couches selon je ne sais pas trop quoi, avec la charge mentale qu'on avait, on a abandonné. Et là, on nous demande de changer de mode de vie. OK? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas penser, surtout dans une audience comme celle-ci, que le restant de la planète nous ressemble. Dans le sens que le restant de la planète a peut-être d'autres préoccupations, ou de l'indifférence, ou de la résistance, ou autre chose à faire, ou peut-être aussi juste la difficulté à faire arriver à ses fins de mois. Hein? Il y a tout ça. Donc, il y a une grande diversité en face. Et il faut être quand même compatissant et empathique face à des gens qui ont peut-être peur de perdre le niveau de vie qu'ils ont en ce moment, qu'ils ont peur que dans 10 ans, ils ne pourront plus prendre l'avion. Donc, on a une partie des jeunes qui prennent encore plus l'avion maintenant parce qu'ils se disent que dans 10 ans, ils ne pourront plus voyager. Donc, ils augmentent leur bilan effet de serre. C'est pas parce qu'ils ne croient pas. Ils croient au changement climatique, mais ils croient surtout qu'il va y avoir des politiques publiques hyper coercitives qui vont arriver et que le prix va augmenter et qu'ils ne pourront plus le faire. Et donc, je veux bien... il faut célébrer ces mobilisations citoyennes et ces initiatives. Il faut les diffuser. Il faut en parler. Il faut aussi, en tant que sociologue, les analyser. Je suis dans un projet de recherche en ce moment sur ces petites initiatives qui émergent. Dire, OK, pourquoi ça fonctionnait avec vous? Quel facteur, quel obstacle vous avez rencontré? Comment vous les avez résolus? Parce que ça, une fois qu'on va avoir identifié les obstacles et tout ce qui n'a pas fonctionné et comment les ont résolus, bien, pour la prochaine vague, ça va être 2 fois plus facile. Donc, il faut quand même avoir cette démarche. Mais ne pas penser que le restant de la planète a les mêmes préoccupations que nous, parce que ça veut dire, en fait, qu'on envoie un message d'injonction qui va être super mal reçu et qui ne peut, en fait, qu'engendrer des résistances. Donc, moi, j'ai eu pas mal d'étudiants qui sont devenus végétariens pendant leur parcours à Sciences Po Grenoble.
Et je peux vous dire que quand ils me parlent de leur dynamique pour devenir végétarien juste face à leur famille et des explications, des justifications qu'ils doivent donner, c'est hyper saoulant. Ils veulent juste manger des carottes et des patates. On n'est pas obligé de leur donner de la viande. Ils sont obligés de se justifier. Et ils sont accusés de prosélytisme simplement parce qu'ils disent « Ah ben non, pas de viande ». Et donc, ça, c'est des interactions quotidiennes qui rendent le changement ou peuvent rendre le changement difficile. Au-delà de l'argent qui n'existe pas ou qui peut exister, mais on ne sait pas qu'il existe ou qu'on ne sait pas comment aller l'atteindre, etc., etc. Il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Donc, pour moi, c'est important de bien comprendre. Il y a une grande diversité et il faut être capable de parler à cette diversité et avoir un seul message unique, sauvons la planète, ne peut pas fonctionner avec tout le monde. Il faut sortir de cette logique, ça ne peut pas fonctionner. Il y a d'autres manières d'arriver. De toute façon, la planète, on ne la sauvera pas, elle n'a pas besoin qu'on la sauve. Gaïa va très bien, merci. Mais ce que je voulais dire, même de nous. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que tu as parfaitement raison de dire il y a une très grande diversité, donc il n'y a pas un modèle unique et ce n'est pas une solution pour tout le monde d'être végétarien. Alors, on peut montrer que diminuer sa consommation de viande, ça a des effets très importants sur les émissions de gaz à effet de serre. Bon, c'est une des choses importantes, mais ça ne veut pas dire à partir de là qu'il y a un modèle unique. Et alors, où je dirais peut-être un peu différemment de toi, c'est que ailleurs dans le monde, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus durement du changement climatique que nous, parce qu'ils sont dans des régions tropicales, par exemple, où la mer a monté plus, parce qu'ils ont moins de moyens de s'y adapter et donc moins de résilience. Et ceux-là luttent encore plus et s'engagent dans des changements. Bon, c'est pour ça que je parlais de Johan Martinez-Allier, cet économiste qui... Ça fait un moment qu'il travaille sur ces questions et il a écrit un livre qui s'appelle « L'écologie des pauvres » et où il a montré que, bon, il a écrit ça à l'époque où on disait « Ah, l'écologie c'est un luxe de riches ». Il a dit « Non, mais il y a une écologie des pauvres ». C'est-à-dire quand le dérèglement environnemental, le dérèglement climatique rend la vie impossible, ben, on lutte. Hein. Et donc il y a aussi toutes ces luttes-là et qui sont... plus radicales et plus importantes que les nôtres. Oui, alors, et quand j'évoquais l'idée de mettre en réseau ce que l'on pouvait mettre en réseau, l'ensemble de ces initiatives citoyennes, de ces luttes, etc., bien évidemment, ça ne voulait pas dire que c'était des luttes qui avaient pour objectif de sauver le climat. Certaines de ces luttes, et la plupart d'entre elles, même en particulier, on a parlé de la lutte contre l'extractivisme, c'est de défendre son milieu de vie. Et en fait, je considère qu'on a parfaitement le droit de défendre son milieu de vie. Et défendre ce milieu de vie, c'est modifier ses relations à la nature, ses relations aux autres hommes et ses relations aux non-humains. Voilà. Et tout ça, ça participe d'un grand mouvement, et c'est un grand mouvement qui n'est effectivement pas, qui n'a pas pour objectif de sauver la planète, mais qui a pour objectif de rendre la Terre habitable. J'ai cru comprendre que vous avez des solutions. Si je peux commencer par quelques-unes. Mais je me situe vraiment dans une sociologie hyper pratico-pratique et empirique quotidienne. Et pour moi, parce que pour trouver des solutions qui vont être utilisées, il faut comprendre le problème réel qui est derrière. Donc, vous avez difficulté à utiliser le vélo en ville parce que vous avez peur de vous prendre une voiture dans la gueule, vous faites des pistes sécurisées. Il faut commencer vraiment par là pour moi. Les grandes solutions génériques ne peuvent pas marcher sur plusieurs territoires, encore plus sur les questions d'adaptation d'impact du changement climatique, qui varient d'un territoire à un autre, ou même sur un même territoire. On a le Grésivaudan un peu plus bas qui se retrouve avec Belledonne d'un côté, Chartreuse de l'autre, une vallée dans le milieu, 3 impacts du changement climatique différents. Et en fait, ils sont en voie d'oiseau, ils sont à quoi, 4-5 km à peine.
Et donc, il faut vraiment être territorialisé là-dessus. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est important d'y aller non seulement au niveau d'un territoire, mais d'y aller aussi par secteur d'activité. Le meilleur moyen pour convaincre quelqu'un de manger moins de viande, c'est de lui faire une bonne bouffe végétarienne. Et ensuite, on lui donne la recette. C'est pas de faire un grand discours. Ça sert à rien. Ensuite, à une échelle un peu plus grande, quand on regarde les nouveaux objectifs de la neutralité carbone en France, on est censé arriver donc à une neutralité carbone, je vous explique très rapidement. On émet tant, on va dire une bêtise, 100 millions de tonnes par année. Il ne faut pas émettre plus de 100 millions de tonnes. Donc, on n'arrive pas à zéro émission, on arrive à un bilan zéro, neutre. Eh bien, il y a deux gros enjeux qu'il va falloir aborder là, maintenant, et on est en retard. C'est la question, bien entendu, des modes de production agricole et de la consommation qui va avec, de bouffe. Et l'autre, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Et sur la question des rénovations énergétiques des bâtiments, j'ai assisté à des négociations de copropriété là-dessus avec une agence locale de l'énergie. Là, l'agence locale d'énergie, son argument unique, pratiquement, c'est bon pour le climat. Et ensuite, c'est bon pour votre portefeuille. Et en face, on avait des gens qui disent, oui, mais combien ça va me coûter? Je vous jure, il y avait 5 personnes autour de la table. Sur les 5, il y en avait 3 qui avaient des doctorats. Il n'y en a pas un des 3 qui était capable de dire à combien d'aides financières ils avaient droit. C'était tellement complexe comme information à aller chercher et analyser qu'ils n'étaient pas capables d'avoir même cette idée-là. Donc, autrement dit, incapables de savoir combien d'années ça va prendre avant d'avoir un retour sur investissement correct. Et alors, si des gens avec des doctorats ne sont pas capables d'aller chercher une information qui devrait être simple à aller chercher, vous pouvez imaginer quand on a peur d'aller chercher de l'information, quand on ne sait pas comment l'analyser, c'est angoissant. Et donc déjà, simplification d'un mode pour aller chercher guichet unique, des choses comme ça. Il faut que ça existe. C'est toujours pas là. C'était la mesure 1 de la convention collective pour le climat. Eh oui, eh bien, voilà. Ce qui a créé derrière l'innovation. C'est ça. Et donc, en fait, il y a des solutions comme ça qui existent, mais il faut qu'elles soient sectorielles et il faut qu'elles soient opérationnelles. Beaucoup d'entreprises le demandent aussi. Il faut leur donner un peu de temps pour changer. Certes, elles le demandent toujours au moins 5 ans, surtout pour les grandes entreprises. Mais les petites ont besoin, elles n'ont pas les ressources humaines, le temps de faire leur boulot, de payer les 10 employés à la fin du mois et ensuite de rentrer dans un processus de transition énergétique dans leur process. C'est juste trop compliqué. Le dossier est trop compliqué à monter, les enjeux sont trop compliqués à comprendre. Il faut une aide là-dessus. Et moi, j'ai rencontré pas mal d'entreprises qui veulent faire des choses et puis ils abandonnent par dépit, en fait. C'est décourageant, en fait. Ça, c'est décourageant. Là, je rejoins Dominique. De temps en temps. Quand même. On laisse les questions, On peut passer aux questions si vous le souhaitez. Bon, je vous remercie parce que j'ai essayé d'intervenir ce On matin. vous entend mal. J'ai essayé d'intervenir ce matin à la conférence sur l'eau et puis bon, j'ai pas pu. Alors moi, je suis là depuis ce matin, j'entends des conférences. Bon, c'est très intéressant, parfois porteur d'espoir, parfois un peu plus plombant. Il y a un mot qui n'est pas là, c'est le mot politique, le gros mot. Je vais parler à l'échelon local. Je fais aussi partie de collectifs, d'associations qui s'épuisent, littéralement qui s'épuisent, à lutter contre des projets qui ont été décidés. Je vais citer des noms, parce que maintenant, il faut citer des noms. Un conseil départemental dirigé par M. Sadier et son copain coquin, M. Vauquier, à la région. Et on s'épuise à lutter. Alors, plateau de Senise, Beauregard, l'autoroute Chablais, enfin bon, je ne vais pas tous les citer, il y en a trop. Et du coup, je me dis, mais mince, pourquoi est-ce que constamment, je précise, je me suis présentée à des élections, une liste où il y avait plein de mouvements différents et nous avons fait 20% en ayant... tous les soutiens qu'on pouvait imaginer, politiques, etc., sauf évidemment ceux productivistes de droite. Bon,
Eh bien, voilà, et je souhaiterais que cette question soit posée, parce que personnellement, c'est personnel, je pense que maintenant, face à la gravité de la situation, même si on peut se réjouir, il y a des initiatives, ça fait du bien, ça fait plaisir, mais mettre en réseau toutes ces initiatives, tant que ça ne fait pas système, on continue d'aller dans le mur, quoi, et on y va de plus en plus vite. Donc je me dis, il faut sortir le gros mot et dire maintenant, politiquement, parce que qu'on le veuille ou non, eh bien, c'est pas les gens dans les associations et c'est pas les citoyens qui votent les lois ou qui décident de ces fameux alinéas 12 machin de l'article, c'est bien les décideurs et les élus. Donc, ma question c'est ça, est-ce qu'à un moment donné, dans des assemblées comme ici, il ne faudrait pas sortir le gros mot qui est, politiquement, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, je ne sais pas, il y a deux réponses à vous faire. Hein. Il y a la réponse, on n'a parlé que de ça. C'est-à-dire d'un bout à l'autre, on ne vous a jamais dit que c'était une question technique, on ne vous a jamais dit que c'était une affaire de nature. Bon. Donc, d'un bout à l'autre, c'est une question politique. C'est une question politique dès le départ, parce que ce qui nous a... La question qu'on pose toujours, hein, pourquoi on en est là ? C'est une série de décisions politiques. Hein. Ce n'est pas le développement naturel de je ne sais pas quoi. C'est une série de décisions politiques, et ce qui peut nous en sortir, c'est une série d'actions politiques, et ce que vous citez, c'est des actions politiques, alors à différents niveaux. Hein. Bon, alors ça c'est... Je vous dis, c'est pas un gros mot. Je pense que d'entrée de jeu, on a abordé la question comme une question politique. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous dirais, c'est pas à moi de vous le dire. Je crois que vous avez montré votre engagement. On a envie de vous dire, continuez. Parce que je ne vais pas vous dire... Et regardez d'autres gens qui se sont engagés, qui ont plus ou moins réussi à lutter contre ce même genre de société. Il y a des minorités Il y a des minorités qui gagnent parce que, par exemple, les luttes raciales aux États-Unis, ça n'a pas été embarqué par une majorité. C'est une minorité qui a réussi à changer les lois. Alors, on voit bien que la majorité ne les a pas franchement intégrées. Mais en tout cas, une minorité a réussi à faire bouger des lois. Donc, parfois, des minorités agissantes arrivent à faire plus qu'une majorité qu'on essaie désespérément d'éduquer et de convaincre. Je voudrais juste apporter deux éléments. Il y a quand même une lueur d'espoir. Là, politiquement, je parle de la politique et non pas du politique. Sur la politique, regardez ce qui s'est passé aux dernières élections municipales avec des écolos qui, même dans des villes où on n'y pensait jamais, sont devenus majoritaires. Et certaines de ces nouvelles équipes qui n'étaient pas habituées au pouvoir politique ni à la décision locale ont certainement fait des erreurs parfois en allant trop vite sur certains trucs, en se disant allez, on y va, on nous a élus, puis là, on n'était peut-être pas les lumières de Noël après tout, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais là, je vais vous proposer un geste hyper révolutionnaire. Surtout pour vous, excusez-moi, vous avez entendu l'accent, surtout pour les Français. À chaque fois qu'une politique qui est menée et pour laquelle vous n'êtes pas content, vous prenez la rue. Pas de problème. Pourquoi, quand il y a une politique pour laquelle vous avez une approbation, pourquoi vous n'écrivez pas une lettre pour dire bravo? Pourquoi ne pas montrer publiquement votre soutien pour des politiques qui vont dans le bon sens, pour montrer au restant de la population que, en fait, il y a des gens contents avec ce qui se passe et que vous n'êtes pas une petite minorité de rien du tout qui n'est jamais content parce qu'en fait, vous êtes trop écolo? Non. Il y a quand même, c'est peut-être de la communication non violente à la canadienne aussi, puis notre message positif, machin. Mais il y a quand même, à la québécoise encore plus, je dirais, il y a quand même un truc à jouer là pour moi. Moi, ça fait 23 ans que je suis ici et je suis encore fasciné par le fait qu'on n'entend que râler. Et jamais quand ça se passe bien, quand il y a quelqu'un qui fait une bonne action, quand il y a un bon plan de végétalisation en ville, quand les cours de récré sont en train d'être végétalisés, félicitez vos élus. Ils n'ont pas l'air convaincus. Hein. Non. En Haute-Savoie, c'est pas franchement...
Un truc de temps en temps qui sort, quoi. Ah ouais, non, mais il n'a pas tort. Oui, j'ai envisagé 2 solutions pour essayer de réduire mon impact sur le changement climatique, enfin notre impact. C'était devenir végétarien et manger un riche. Comme c'est pas trop compatible, à votre avis, laquelle des 2 méthodes serait la plus efficace? Ça veut dire Hervé Kemp. Ça dépend comment vous le cuisinez. Je pense qu'Hervé Kemp vous répondrait manger un riche, mais voilà. Mais juste, hein, on est vite quand même rassasié, hein, c'est un peu le problème. Non, Écœuré même. même écœuré, ouais, ça va pas être très bon, un riche. Non, mais je dirais, moi, le problème, c'est d'enfermer ça. Alors, j'ai dit c'est politique d'un bout à l'autre, et la mobilisation climatique ne met pas fin aux conflits de classe et aux inégalités sociales. Hein. Je dis à quel point bien au contraire, la question des inégalités sociales était déterminante dans l'avancée d'une action climatique. À quel point, bon, si on revient sur les gilets jaunes, hein, fin du mois, fin du monde. Ben, je pense, Bruno Latour avait dit, on n'a jamais vu à quel point la question climatique, la question écologique est une question sociale. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais, il y a une écologie des pauvres. Hein, il y a des gens qui, bon, on ne peut pas avoir peur de la fin du monde parce que le problème immédiat, c'est la fin du mois. Hein, mais que la fin du mois a un rapport avec la fin du monde. Et donc, en particulier, les gilets jaunes, c'est ressorti après. C'est pas à la taxe carbone qu'ils en avaient, c'est le fait que la taxe carbone pesait sur les plus pauvres et que les plus riches continuaient à prendre l'avion, etc. Donc, il ne peut pas y avoir de politique écologique efficace s'il n'y a pas une politique sociale. Ça, c'est certain. Alors, d'autre part... Et vice-versa. Et vice-versa. Maintenant, oui. Oui, et vice-versa. On ne luttera pas contre les problèmes d'emploi si on ne prend pas en compte la dimension climatique, environnementale. Et puis, bon, je crois que sur les riches et les pauvres, c'est à la fois très, très symbolique. On l'a vu avec l'histoire des avions. Et il y a des riches qui font comme s'il n'y avait pas de changement climatique. Et ça, c'est proprement scandaleux, alors que d'autres en souffrent énormément. Mais on ne peut pas en rester à l'opposition simple des riches et des pauvres. D'abord parce que les riches, ce n'est pas uniquement leur consommation, c'est essentiellement leur patrimoine qui pose problème. Et à ce moment-là, ce n'est pas simplement leur dire bon, ben, prenez plus l'avion, vous n'avez plus le droit d'avoir d'avion personnel. C'est vraiment agir sur des structures et puis aussi... sur leurs investissements. Le patrimoine, c'est la question des investissements. Et puis aussi parce que accuser les riches, on a raison, mais c'est oublier que nous aussi, on est un petit peu profiteurs de la situation, que... on ne va pas faire passer tout le monde au confessionnal, hein, mais on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. Et donc il y a aussi cette capacité à prendre, ne pas dire, bon, c'est la faute des riches, et à prendre en charge aussi ce qu'on fait nous-mêmes, quoi. Si je pouvais me permettre de revenir sur ce point de la présence de l'État et de la politique, si je fais des choses personnelles, là je vais vraiment parler de mon nom personnel, si je fais attention à ce que je plante dans mon jardin, en faisant attention au changement climatique qui va venir, en faisant attention au fait que je vais avoir des fleurs sur la plus longue période possible pour les abeilles, toutes ces choses-là, je le fais parce que je considère que c'est ma marge de liberté individuelle et que c'est ma manière de contribuer à une solution et pas au problème sans qu'on me dise quoi faire par un État ou une politique publique quelconque. Et pour moi, c'est une marge de plaisir aussi, mais une marge de manœuvre de liberté. C'est une manière de pratiquer ma liberté. Donc, c'est comme ça que je le vois. Donc, ça, c'est juste pour revenir à ce point. Deuxième point sur les gilets jaunes. Bon, ça a été une sacrée claque à l'État. Ça nous a donné une claque à nous aussi, chercheurs. On avait tendance jusqu'aux gilets jaunes à un peu éclipser
cette question quand on était sur les questions environnementales, et les gens qui bossaient sur les questions des inégalités n'allaient pas sur les questions environnementales. On ne se parlait pas, en fait, ou très très peu. Et là, merde, on ne peut plus faire autrement. Ce qui veut dire que nous, on est obligé de changer des protocoles de recherche. On est obligé de poser des questions différentes dans nos enquêtes. Mais ça pose problème, parce que qui répond aux enquêtes? Ce n'est pas les classes les plus précaires qui se méfient des questionnaires et des sociologues qui vont les voir chez eux. Et donc, nous, on a de la difficulté, en fait, à aller chercher ces informations dont on a besoin pour éventuellement faire une préconisation de politique publique qui va prendre en compte les inégalités, compenser, accompagner, machin et trucs. Mais on a de la difficulté, ce qui veut dire que nous, on a besoin de sortir de notre carcan de « je sais comment faire ma méthode de socio habituelle, ça a toujours marché ». Oui, mais on passe à côté de quelque chose. Ce qui veut dire qu'il faut imaginer des nouvelles méthodes. Donc là aussi, ben, certains d'entre nous, on aime ça et certains d'entre nous, ben, on aime moins. Et ça veut dire aussi toujours avoir ça en tête à chaque fois qu'on fait une enquête, qu'on pose des questions, qu'on parle à des gens. C'est super important. Et ça veut dire avoir des réseaux différents. On ne peut pas simplement faire une enquête à grande échelle par téléphone sur une ville et espérer avoir suffisamment de réponses de la part des classes précaires. Il faut aller voir un CCS, il faut aller voir un bailleur social et le faire en direct. Bon, mais il faut le faire. Sauf que ça a plus de pognon, ça coûte plus de financement. Donc, est-ce que la ville qui veut le faire ou le bailleur social ou l'ADEME ont le pognon pour le faire? Non, vous voyez, en termes de mais ça, franchement, depuis les Gilets jaunes, ça nous donne une petite leçon d'humilité. Et en tout cas, moi, c'est clair que je fais... Maintenant, ça fait partie intégrante des questions, autant que je le peux, que je pose pour essayer de comprendre les situations et les contextes différents et les capacités d'action qu'ont les gens, mais aussi leur perception de leur capacité d'action. J'ai rencontré un groupe qui, d'ailleurs c'était à Annecy, qui avait fait depuis mes 3 ans un travail monumental et ils me racontaient tout ce qu'ils avaient fait. Et puis moi, j'étais, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise. En fait, je ne vois pas ce que vous pourriez faire plus. Oui, mais on ne change rien. Vous réalisez qu'il y a des équipes qui voudraient faire 1/10 de ce que vous avez fait et appelleraient ça une victoire. Et donc, des fois, il faut aussi remettre les choses en contexte. Et cette question justement de la fatigue des associations dont vous parliez tout à l'heure, elle existe aussi dans certains services de collectivité territoriale. J'ai parlé à des gens qui étaient en burn-out. Vous avez beaucoup quand même parlé de solutions individuelles, et moi je vais sortir un autre gros mot, parce que... Collectif. Pardon ? Oui. Allez-y, allez-y. Donc un autre gros mot, politique, mais politique aussi nationale et internationale, parce que moi je suis un peu étonnée quand même, c'est bien de nommer l'ennemi, et qu'à mon avis on est quand même dans un système économique de prédation qui s'appelle le capitalisme, donc je sais pas, c'est un mot quand même qui serait bien à dire, quoi. Et donc je suis... Effectivement, je trouve que c'est intéressant, les solutions individuelles, de mettre tout ça en réseau, etc., c'est très bien. Mais c'est évident que ça ne suffira pas. Je veux dire, la politique de Total, elle restera celle qu'elle est. La politique des bassines restera ce qu'elle est. La casse, par exemple, pour revenir à quelque chose de très concret, des lignes de SNCF, ça va continuer à être ce que c'est. Et du coup, parce qu'il y a un peu de culpabilisation individuelle, du coup. Hein, c'est un peu, allez, il faut qu'on fasse des efforts. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais bon, s'il n'y a plus de ligne SNCF entre deux lieux, le lieu d'habitation et le lieu de travail, les gens vont être obligés de prendre leur voiture et on n'a pas à les condamner, quoi. Ouais. Donc, moi, c'est non seulement la politique locale, mais c'est aussi la politique nationale. Je crois que cette bataille, moi, je trouve que la situation est grave. Alors, moi, je veux bien qu'il ne faut pas être trop déprimé, mais je trouve qu'on est dans un... Quand même, quand on lit les dernières décisions du GIEC, et je suis d'accord avec le monsieur, parce que justement cette année, il me semble que c'est la première année où il disait qu'il faut changer en gros de système de production, enfin c'était pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire, quoi, de façon de vivre, ils ont été du coup cassés par les politiques là-dessus. Donc moi je trouve que la situation est hyper grave et qu'effectivement il faut d'autant plus faire des luttes effectivement sociales et écologiques au niveau politique. Et il est très décevant qu'aux dernières élections, ça a été très peu développé. Alors, je crois qu'on ne vous a pas simplement répondu au niveau individuel. Hein. Quand on parle... Bon, Notre-Dame-des-Landes, ça a été un mouvement collectif qui a eu des effets politiques. Bon, avec des résonances internationales. Quand on parle de permaculture,
Bon, on n'a pas parlé de Bure et des mouvements contre le projet CIGEO. C'est pas uniquement individuel. On n'est pas en train de vous dire les petits gestes. Hein. On est en train de vous dire l'importance des initiatives citoyennes qui ne sont pas des initiatives individuelles. Alors, effectivement, la consommation végétarienne, ça, c'est individuel. Et encore, bon, il y a des représentations sociales et collectives. On n'est pas des individus à côté les uns des autres. Capitalisme, moi, personnellement, ça ne me gêne absolument pas d'en parler, parce que c'est effectivement, quand je dis c'est une série de décisions, c'est cet ensemble qu'on appelle le capitalisme, hein, de rapports de production, d'exploitation, etc. Bien évidemment. Ceci dit, une fois qu'on a dit capitalisme, on n'a pas dit grand-chose. Parce que pendant tout le 19e, la fin du 19e et le 20e siècle, la réponse au capitalisme, c'était le socialisme. Bon, en matière de productivisme, ce n'est pas vraiment une réponse. Non. Donc, il y a vraiment à inventer d'autres choses. Et donc, ce n'est pas en se... Bon, on peut donner les mots. Mais c'est simplement... Ce qu'on est, je crois, tous les trois en train de vous dire, c'est... On a beaucoup à apprendre de ce qui est en train de se faire. Et on a un peu trop tendance, de façon générale, à penser que le savoir, il est en haut et qu'on est là pour apprendre aux gens quoi faire. Or, les gens, ils bougent, il se passe des choses. C'est pour ça que je vous parlais de Johan Martinez-Allier, qui fait un atlas, bon, ce qu'il appelle la justice environnementale, ces conflits environnementaux, vous pouvez aller voir sur Internet, vous verrez, il y en a partout dans le monde. Donc, il se passe des choses. Alors, si la question, c'est la question du rôle des partis dans un pays comme la France, là aussi, on peut en discuter. Je ne suis pas sûr que ça soit la solution la plus importante. Donc vous pensez que des minorités, une coalition de minorités pourrait finir par renverser la table ? C'est ça le problème, vu que nos politiques... On voit bien que l'écologie, on va se cantonner à l'écologie, elle a gagné le combat culturel, puisque maintenant tout le monde est plus écolo que le voisin, ça c'est sûr. Par contre, dans les urnes, franchement, c'est pas une évidence. Et donc, mais c'est peut-être un problème que, si vous voulez, les résultats d'Europe Écologie Les Verts soient pris comme un indice de la conscience écologique du pays. Parce que c'est pas faux. Vrai. Je suis d'accord. Voilà. Oui, bien sûr. Mais en attendant, pour arriver à un changement, vous pensez que les minorités agissantes... Je pense, alors comme toujours en écologie ou en environnement, il n'y a pas une solution unique. Hein. On a besoin de tout. On a besoin de l'État. Sans État, on ne s'en tire pas. On a besoin d'hôpitaux, mais on a besoin de forcer l'État. C'est pour ça que je parlais du contentieux juridique de Grande-Sainte ou de l'affaire du siècle. Donc on a besoin de faire pression. Donc on ne va pas dire « Ah, ben on n'a plus besoin de l'État ». On en a besoin. Mais effectivement, moi je pense que des minorités peuvent entraîner un changement de comportement. Parce que je crois que si tu avais fait tes enquêtes, je ne sais pas moi, la veille du 14 juillet 89, les gens t'auraient dit ben non, moi je ne bouge pas. Et puis le lendemain, ça bouge. Donc, il y a une capacité, oui, d'exemple et de contagion. Ouais. Si je peux me permettre là-dessus, sur le niveau collectif, en une minute, vous oubliez peut-être qu'au niveau européen, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, il y a un objectif de neutralité carbone en 2050. Et quand on regarde ce que ça veut dire qu'en France, nous aurons, si ça marche, et là c'est collectif, nous aurons diminué de 50% notre consommation de viande en 2050, que nous aurons transformé le système thermique mobile, notre voiture, en système non thermique, non émetteur de gaz à effet de serre, et ça veut dire aussi que la rénovation énergétique des bâtiments aura avancé de environ, on espère, 80% en 2050. Ça veut dire aussi qu'on aura des réseaux d'entraide, de réparation, tout le système de consommation, mon truc qui ne marche plus, je m'en achète un autre, c'est terminé en 2050 avec la neutralité carbone. Et donc, en fait, ces initiatives-là, maintenant, ils ne sont plus contre tout le système au complet. Il y a une nouvelle neutralité carbone, cette stratégie, qui va plutôt dans leur sens et qui va peut-être éventuellement leur faciliter la tâche, peut-être. J'espère. Deux
Deux petits points. Le premier point, c'est très simple. On parle d'environnement. Je pense que ici, on est tous convaincus de savoir ce que ça veut dire, mais quand on parle autour de nous d'environnement, je pense que c'est une erreur. On ne devrait pas. Il faut qu'on trouve un autre mot. L'environnement, c'est je suis quelque part au centre et autour de moi, il faut que ce soit joli, entre guillemets. Il faut parler de la vie sur Terre. Ce matin, on parlait des vers de terre. Hein, voilà. Ils sont aussi importants que les humains. On est une espèce vivante parmi des milliards d'espèces vivantes. Donc il faut qu'on trouve un vocabulaire qui fasse consensus, mais pas l'environnement, parce que ça rejette tous les problèmes à l'extérieur. L'autre point que je voulais soulever, c'est un point positif. Il y a un procès à Perpignan où enfin il a été obtenu gain de cause sur le principe de nécessité. Le principe de nécessité qu'on recherche souvent. Ce matin, ça a été évoqué également. Il faut même aller plus loin que le principe de nécessité. C'était donc la nécessité d'aplatir 3,5 hectares de tournesol qui était un champ pour faire des semences de semences. Ce champ de 3,5 hectares devait permettre d'ensemencer 50%, j'ai dit 50%, des surfaces de tournesol en France. Donc ça a été neutralisé et grâce à des amis qui sont ultra mobilisés, ça a permis de limiter cette pollution. Voilà, c'est les faucheurs et faucheuses et faucheurs d'OGM. Merci. Oui, je n'osais pas parce que comme j'en... Oui, non, mais pas du tout. Il y a un guignol qui avait perdu son téléphone portable au milieu du champ. C'était moi qui a conduit à avoir un procès que les copains ont permis de gagner, les avocats ont permis de gagner, et que 52 comparants volontaires, des gens, ils ont dit, voilà, il y a un prévenu qui est là, et moi je veux être assis à côté des autres prévenus, je veux être, s'il y a lieu de condamner, je veux être condamné avec les autres. Voilà, et c'est un sujet, les OGM, c'est exactement ce qu'on disait ce matin sur l'eau, c'est vraiment la même thématique, c'est la confiscation. L'agro-industriel qui cultivait ces 3,5 hectares, eh ben, c'était juste un mercenaire, il n'est même pas... C'est pas du tout de savoir suite. Voilà. Raphaël, vous voulez intervenir, je crois, en attendant, une dame. On essaie d'alterner un homme, une dame. Il y a la dame qui demande depuis un moment. Et puis Raphaël, vous voulez intervenir. Oui, moi je... Non, je voulais même faire la remarque parce que le thème de la conférence, c'était pourquoi la politique de l'autruche au sujet de l'urgence climatique. Et ce qui m'étonne, c'est que... Vous pouvez rapprocher. Bon, vous avez... On vous entend Rapprochez mal. le micro. Pardon. Vous avez par exemple parlé de la commission qui faisait qu'on avait un cerveau paresseux. Pardon, excusez-moi. Vous avez dit, excusez-moi. Donc, que notre cerveau paresseux faisait qu'on ne luttait pas contre le changement climatique ou je ne sais quelle autre raison. Enfin bref, vous avez dit... Ah, pardon, alors excusez-moi, je suis vraiment désolée. Alors, donc je redis. Le thème, c'était donc pourquoi la politique de l'autruche. Vous avez par exemple cité le fait qu'on a un cerveau paresseux, des choses comme ça, bon, vous avez, enfin bref. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une analyse un peu des enjeux, peut-être plus lointains ou plus. Bon, c'est vrai qu'on est quand même dans un système, comme l'a dit la dame, je suis d'accord avec elle. Dans un système économique de prédation, vous n'avez pas parlé de la... Parce que vous parlez de rénovation énergétique ou de limitation des transports ou du transport actuellement qui va être propre, soi-disant, alors que c'est basé sur une consommation électrique qui n'est pas propre, puisque si c'est le nucléaire, c'est quand même pas propre. Enfin bon, bref. Donc, vous n'avez pas parlé d'hyperproductivisme et du fait que c'est un problème énorme aussi. Et donc, en fait, tout est fait pour ne pas mentionner ça, pour ne pas penser à ce problème. Et, je suis un petit peu étonnée que vous ayez, que ces choses-là n'aient pas été abordées. Là, moi, je suis toujours... Enfin, bon, c'est un petit exemple, mais quand on voit actuellement les déchetteries les gens inondent les déchetteries de choses qui pouvaient être réutilisables, et rien n'est fait pour utiliser
et tout ce que les gens jettent abondamment. Il y a des tas de choses qu'on pourrait se dire, mais ce n'est rien à faire politiquement sur une nation, ce ne serait rien de faire en sorte que des objets soient réutilisés au lieu d'être jetés, détruits, ou les bouteilles qu'on balance pour les refabriquer. Il y aurait des choses très simples à faire qui ne sont pas faites. Donc visiblement, il y a des enjeux politiques, économiques, contraires. Bon, c'est une évidence, mais je suis un peu étonnée que la conférence n'ait pas porté là-dessus, parce qu'il me semblait que la politique de l'autruche, elle n'était pas seulement basée sur la psyché humaine, mais aussi sur le fait qu'il y a des enjeux économiques qui font qu'à l'évidence, il y a des discours apparents qui cachent ces réalités-là. Voilà, c'est quand même un petit peu... bon. Oui. Ouais, juste. En fait, je nie pas du tout qu'il y a des intérêts économiques, c'est évident. Je parlais vraiment du processus psychologique de l'autruche. C'est-à-dire, pourquoi on rentre en déni d'une certaine chose. Je ne parlais pas d'une position explicite. Vous me faites chier avec votre climat, je veux faire du pognon. Ça, ce n'est pas la politique de l'autruche. Ça, c'est un déni, c'est un refus actif, conscient et conscientisé et stratégique. Donc, moi, ce que je voulais aborder, c'était cette question-là de comment on fonctionne sur cette question-là, pour plusieurs raisons. Parce qu'on a peur de la catastrophe à venir, donc on se dit non, c'est trop fort, j'ai trop d'efforts à faire, ça va être des coûts trop élevés, ça va être des coûts d'inconfort trop élevés, j'ai pas envie de penser ça pour mes enfants en termes d'avenir. Il y a 150 bonnes raisons de rentrer dans cette stratégie de ne pas regarder. Mais il y a aussi tout un ensemble d'obstacles qui sont bien stratégiques, conscient, je ne veux pas perdre de pognon, je veux en faire plus, sauf qu'à un moment donné, les entreprises commencent à réaliser aussi que pour faire du pognon, il faut s'y mettre. Oui, pardon, je voudrais quand même répondre au monsieur, là, parce qu'effectivement, je trouve que vous avez raison. La notion d'environnement, parler d'environnement, ça ne permet pas effectivement de bien préciser ce que l'on veut faire, et ça met, je dirais, la nature et les autres, tout ce qui n'est pas humain, en dehors de nous. C'est pour ça que nous avons parlé en grande partie de milieu de vie. La question, c'est de savoir le milieu de vie, et c'est un milieu de vie qui est partagé entre des humains et puis des espèces qui ne sont pas humaines, des animaux, des végétaux, des bactéries, etc. Et qu'il faut savoir trouver, au fond, à cohabiter avec ça, de façon à rendre la Terre plus habitable. Voilà, c'est ce que je pensais dire. Alors, quant à la deuxième question que vous pensiez, effectivement, on n'en a pas parlé là, mais les faucheurs volontaires, depuis qu'ils ont commencé à travailler sur les OGM, contre les OGM, etc., ils font bien évidemment partie de ces mouvements collectifs et positifs et politiques, et donc qui sont à prendre en considération de notre côté. Et je pense que je suis persuadé qu'il y a un problème de définition, enfin, qu'est-ce qu'on entend par politique? Oui, c'est pour ça qu'il a dit là, mais bon. Là, le politique, bon, qu'est-ce qu'on entend? Il m'est arrivé plusieurs fois de penser, c'était un peu avant les élections présidentielles, et d'en parler avec des gens de ELV, d'ailleurs, pour ne pas les nommer, que, au fond, ce qu'ils auraient à faire, c'est soutenir tous ces mouvements, et en particulier soutenir et militer dans, par exemple, le soulèvement de la Terre ou des trucs comme ça. Et que pour moi, je pensais qu'il ferait beaucoup plus avancer la cause environnementale qu'en pensant aux élections présidentielles. Ils n'étaient pas contents. Et donc j'étais assez content de leurs résultats. Moi, je reviens un petit peu. Vous avez été au soulèvement de la Terre, hein, c'est même Tondelier qui a appelé les secours. Oui. Faut quand même pas... Non,
Maintenant, je crois qu'ils le font. Mais je pense qu'il y a quand même... Voilà. Hein. Je pense que... Des élections. Hein. Je pense qu'il ferait mieux de continuer à soutenir le soulèvement de la Terre plutôt que penser aux prochaines élections qui seront les européennes qui, comme chacun sait, donnent plein de députés aux écolos. Oui, moi je voudrais revenir un petit peu sur justement l'utilisation du mot politique. Il est certain que le capitalisme exacerbé que nous connaissons actuellement est une des causes de cette dégradation de notre situation planétaire. Ça, c'est certain. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas que ce capitalisme-là exacerbé et du maoïsme, encore que le maoïsme ait conduit à une politique capitaliste exacerbée elle aussi. Mais je crois qu'il faut poser le problème du climat et de ses conséquences en termes politiques, c'est-à-dire comment peut-on accepter que depuis la crise, depuis le Covid en particulier, mais ça avait commencé avant, les inégalités s'accroissent d'une manière phénoménale et dans le monde et en France. Et moi, je suis vraiment inquiet quand on dit en 2000, puisque vous avez dit 35, on sera à zéro, enfin, en équilibre neutralité carbone. Je crains que ce soit une inégalité un objectif qui entraînera des inégalités encore plus fortes qu'aujourd'hui. Parce que les riches, avec leurs moyens, entreprises et autres, banques, entreprises et individus, vont savoir, eux, trouver des moyens qui vont contribuer à cet équilibre carbone au détriment de la population qui subira des contraintes de plus en plus fortes. Donc moi je pense qu'il faut poser ce problème en termes politiques et de politique concrète, précise, c'est-à-dire que pouvons-nous faire, quel type d'union, quel type de solution, de programme peut-on développer pour justement lutter contre cette dégradation climatique. Alors, vous avez raison, mais je ne sais pas comment. Oui, alors je suis assez d'accord avec vous. Je suis plutôt d'accord avec vous parce que si vous voulez, on vit dans une vision des choses où il y a d'un côté le camp de ceux qui sont conscients écologiquement, qui veulent faire des choses, et puis on se dit de l'autre côté, les capitalistes pour aller vite sont climato-sceptiques, Trump et compagnie. Or, il y a un livre qui est paru récemment d'Edouard Morena qui s'appelle Fin du monde et Petit Four, qui montre comment il y a, comme vous dites, une politique menée plutôt le capital financier et qui prend le tournant écologique, mais qui le prend, c'est-à-dire qui est prêt à investir dans... à décarboner la finance, comme on dit, etc. Bon, et qui a un énorme pouvoir, en particulier sur les COP. Bon. Et que, de ce point de vue-là, il y a au sein de ceux qui sont la conscience écologique, c'est pour ça que c'est de moins en moins une référence, la conscience écologique, il y a en fait des politiques qui s'affrontent et il y a des politiques écologiques comme on aurait dit autrefois, du grand capital, de la finance. Et que donc, de ce point de vue-là, il ne suffit pas d'être conscient de ce qui se passe pour lutter et articuler justice sociale et lutte contre le changement climatique. Là, je suis tout à fait d'accord. Bon, alors moi, je ne suis pas dirigeante de parti, je ne vais pas vous élaborer un programme, vous non plus sans doute, mais ce que vous dites me paraît tout à fait juste, c'est-à-dire on n'a que trop tendance à se dire, bon, tous ceux qui sont conscients des dégradations qu'entraîne le dérèglement climatique, c'est un même camp. Non, c'est divisé en deux, ça je suis d'accord. Si vous voulez bien, on prend encore 2 questions.
Il y a deux personnes. Il y a deux personnes qui lèvent la main depuis longtemps. Il y a ce monsieur et le monsieur là-bas. Alors on prend 3 questions, puis on met une femme, puisqu'il y a des hommes jusqu'à présent qui se sont exprimés. On essaie d'alterner. Oui, alors j'ai une question pour le sociologue. C'est pour revenir à des choses bassement matérielles. Tout à l'heure, on disait fin du mois et fin du monde. Donc, la personne qui est dans la survie ou dans l'objectif du quotidien, elle ne peut pas se projeter sur la fin du monde et c'est pas entendable. C'est évident. J'ai eu une discussion tout à l'heure avec les gens qui se battent par rapport à Beauregard, enfin aux histoires de bassines et du projet de ski. Et en fait, ce qui est très intéressant, donc à la Clusa, c'est ils appellent ça Clusa Nostra, c'est-à-dire que personne n'ose parler. Et donc en fait, il y a des décideurs, le maire et puis l'étage du dessus au département, etc., qui ont défini un projet. Et les gens locaux sont manifestement, semble-t-il, terrorisés, ne veulent surtout pas. Donc il y a il y a une ultra-minorité qui a mis les pieds dans le plat en disant mais attends, c'est pas logique de prendre de l'eau là, de faire ça, l'eau va être polluée. Enfin bon, des raisonnements techniques et logiques. Mais les choses se font. Les choses se font parce qu'un certain nombre d'élus, ça a été cité tout à l'heure avec Stadi et compagnie, mais un certain nombre d'élus prennent des décisions. Et ma question, c'est comment se fait-il que la population ne réagit pas, en dehors de quelques extrémistes, courageux ou suicidaires, comme on veut, comment se fait-il que les autres ne suivent pas? Et alors l'information que je vous donne, c'est qu'ils sont allés voir, ils ont essayé d'aller rencontrer les autres, la plupart ne veulent même pas se prononcer, et les quelques-uns avec qui ils ont pu échanger, qui sont des agriculteurs, ont commencé dans le discours à dire « non, mais l'eau, on en a besoin pour nos bêtes, ceci, cela », et puis au bout d'un certain temps, enfin assez rapidement, ils sont convenus que d'un point de vue technique, non, ils n'en ont pas besoin, et qu'en fait, ils ne s'opposaient pas au maire pour des questions purement psychologiques de peur. C'est-à-dire que si je m'oppose au maire, alors je n'aurai pas l'autorisation de faire tel truc, ou de construire tel bien, ou des PLU. Donc on est au niveau mafia, au niveau zéro. Donc la question, parce qu'en fait, quand ils interrogent les quelques-uns qui se positionnent, qui osent parler, grosso modo, tous ont un raisonnement logique basique, en disant oui, c'est vrai, c'est absurde de faire ça. Donc je suis d'accord avec toi, mais j'ose pas le dire. Alors la question, c'est comment faire, d'un point de vue psychologique, sociologique, je ne sais pas, pour que cette majorité de gens qui ne sont pas foncièrement opposés, mais qui n'osent pas, comment faire qu'ils basculent, qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils sont très majoritaires et que les quelques-uns qui font des projets délirants des éléphants blancs sont minoritaires et défendent l'intérêt d'une ultra-minorité. Voilà, donc c'est l'histoire de la démocratie. Tout simplement. Donc je vais vous résoudre ça en une minute. Non. En fait, vous n'avez pas besoin d'une grande majorité, vous avez juste besoin d'une minorité suffisamment vocale pour faire bouger les choses. Là où il y a un problème, c'est qu'effectivement, dans les enquêtes grande population, la plupart des gens, mais plus de 80%, disent non, le changement climatique, c'est un vrai problème. Mais là, aujourd'hui, il faut que j'aille chercher mes enfants, là. Là, aujourd'hui, non, je ne sais même pas si je vais avoir des vacances, moi, cet été. Et en fait, moi, je suis sûr que si je faisais une enquête un peu relativement correctement foutue auprès de cette population-là, c'est pas que les gens seraient contre, c'est qu'ils ont autre chose à faire, trop de charge mentale, c'est un autre de truc, puis franchement, ça ne m'interpelle pas directement. Et ensuite, il y aurait une partie qui aurait peur, justement, pour des questions de conflit entre ce que j'ai envie de faire et ce que le maire peut me permettre ou pas de faire, des choses comme ça. Mais sur la majorité, ça ne m'empêchera pas de me prendre une douche le soir. La question de l'eau. Donc, si vous commencez par les piscines dans le sud, peut-être. Là, ce ne sera pas les mêmes réponses. Et donc, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas d'avoir ça, en fait. Il y a une petite partie qui a peur, c'est celle qui sera probablement la plus impliquée, puis il y a une grande partie qui, en fait, a autre chose à faire. Ça, c'est la partie un peu décourageante, je dois dire, parfois. Moi, je pense que le pouvoir et
le gouvernement Macron maintenant, il est conscient de ce que vous dites là, que les mouvements citoyens comme les soulèvements de la terre et tout ça, ils ont un point énorme et ils en ont très peur. Et justement, c'est le langage qui est utilisé et il faut absolument se battre contre ces termes d'écoterrorisme et le fait qu'ils amalgament aussi l'extrême gauche et l'extrême droite. Et l'extrême droite. Oui, voilà. Parce qu'à partir de là, dans les médias prégnants, on voit les écoterroristes, ceux qui se battent sur le terrain, par le citoyen lambda, il va être assimilé à djihadiste. Voilà. Donc c'est à nous aussi, dans nos luttes, de lutter contre ça, quoi, d'expliquer et de communiquer sur ce fait-là, et aussi de lutter contre Macron qui essaie de sortir, qui dénonce et essaie de sortir du champ républicain tout ce qui le gêne. En fait, c'est le début de la dictature, en somme, parce que tout opposant n'est plus démocratique. La ligne contre les droits de l'homme, etc., les syndicats, les soulèvements de la terre, etc. Non, mais tout à fait, ça montre le caractère politique de la chose et que c'est sur le plan politique que ça se joue. Hein, et que, au lieu d'élargir le débat démocratique, le gouvernement se concentre sur un petit noyau technique et tout ce qui est opposant est renvoyé aux extrêmes. Donc il y a une lutte politique à faire, ça, on est entièrement d'accord. Et symbolique. Et symbolique. Ah, parfait, t'as raison. Oui, allô. Ça marche ? Normalement, oui. Allô. Oui, alors, le mot lutte politique... Allô. Oui, alors, merci. Oui, le mot lutte politique a été prononcé. Bon, Emmanuel Macron n'est que la version française. Je crois qu'on n'a peut-être quand même pas tout à fait assez dit, même si certains ont tenté de le faire, que c'est une lutte mondiale, bien évidemment, que quand même le capitalisme fossile, c'est une réalité qui est quand même décrite à l'université aussi par beaucoup de nos collègues aujourd'hui. Il faut quand même dire que, Emmanuel Macron fait le jeu d'un certain nombre de grands intérêts, que la lutte va être extrêmement difficile, que le Sainte-Soline, c'est que le tout début de malheureusement ce vers quoi on peut craindre qu'il va falloir aller, quand bien même beaucoup de mouvements citoyens se déclenchent. Il faut quand même savoir contre qui on s'affronte. Les gens qui ont créé l'industrie pétrolière, les multinationales qui la maîtrisent aujourd'hui, on a l'exemple de Total en France, ne vont pas s'arrêter comme cela. Et ils ont des moyens d'action, des moyens de pression qui sont au niveau de nos gouvernements, qui sont à des niveaux extrêmement multiples. Il est très important qu'il y ait une prise de conscience, mais croire qu'on pourra échapper à une lutte politique, à des actions directes, et je dois remercier les faucheurs volontaires d'avoir dit ici ce qu'est l'action directe aussi, combien elle est indispensable, malheureusement, mais il faut savoir qu'elle va avoir un coût qui va être de plus en plus lourd. Moi je ne veux pas être pessimiste. Par contre, je voudrais quand même aussi dire quelque chose de plus optimiste. On a peu parlé d'énergie en tant que telle ici, c'est quand même paradoxal. Je veux dire que les énergies renouvelables, tous les spécialistes le savent, peuvent fournir l'énergie pour la planète entière, qu'aujourd'hui les solutions technologiques sont là, sont disponibles. Elles ne sont pas sans effets environnementaux, certes, mais elles n'ont rien à voir avec ce qu'est le fossile. Ceci, tout le monde doit le savoir. Il suffit d'écouter les leçons au Collège de France de Daniel Linco, le photovoltaïque, l'éolien, tous les spécialistes disent ces solutions ont atteint un optimum technologique auquel personne ne croyait il y a encore quelques années. Pourquoi ne sont-elles pas mises en place? Pourquoi seul le nucléaire est proposé comme une alternative et va entraîner la France dans le mur? Bon, c'est ça la vraie question politique pour la France. Mais au niveau mondial, tout le basculement vers les énergies renouvelables est engagé. Regardez, lisez autre chose qu'en français. Moi, c'est juste ce que j'ai à dire. Lisez en anglais. Vous verrez ce que disent les anglo-saxons, les Américains, toutes les lettres d'information aujourd'hui. Bon, c'est un mouvement mondial. La Chine elle-même est à la tête de cet équipement. Je crois qu'en France, on est maintenu sous un... oui, la Chine est le pays qui rejette le plus de fossiles, mais elle est aussi de loin celui qui installe le plus de renouvelables. Tout est à la dimension de la Chine. Il faut quand même qu'aujourd'hui en France, moi je crois, on sorte de ça, parce qu'on est maintenu sous un boisseau, en fait,
médiatique, un boisseau de non-information qui est absolument effrayant. Voilà, je crois que Stéphane, moi je connais Stéphane depuis 30 ans, voilà, il est venu à Grenoble quand j'étais étudiant. Je sais, et je dois lui dire, qu'à l'époque, il était le seul à parler de climat, et que nous étions de jeunes doctorants à Grenoble, et que nous aimions Stéphane, mais que ça ne nous touchait pas. Il faut dire la vérité, nos sujets n'étaient pas là-dessus. Je ne m'y suis pas intéressé, pas du tout. Nous étions tous à dire, oui, Stéphane, c'était le Québécois qui débarquait, il était le premier à parler beaucoup de climat. Non, mais Stéphane, c'est pas des histoires, tu le sais. Et voilà, moi je lui rends hommage aujourd'hui, et merci quand même à toi. Voilà, c'est intéressant. On vous remercie de votre écoute, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir nous voir. En vrai, c'est bien aussi. Merci.